Baptiste, il dit que la révolution, elle s'est faite à Visil. C'est vrai, Bélise? T'exagères, Baptiste, et pas qu'un peu, beaucoup. Mais c'est vrai, c'est ici qu'a commencé la révolution. C'est vrai ce que je dis, c'est mon père qui me l'a dit. Tu ne t'en souviens plus, alors tu dis que c'est pas vrai. J'étais ici, au château, quand tout a commencé. Je venais tout juste d'arriver chez mon oncle, Claude Perrier, qui venait d'installer la fabrique de papier et l'imprimerie que vous voyez là-bas. À cette époque-là, plus rien ne fonctionnait comme il le fallait dans notre France. Le pays était malade, épuisé par les guerres, les dettes, la famine. La France était à bout de souffle, la machine bloquée, les rouages enrayés. Dans le sud de la France et dans notre région, les révoltes commençaient à prendre une ampleur encore jamais vue et se propager comme une traînée de poudre. Les surprenantes émeutes qui se déroulèrent le 7 juin 1788 à Grenoble sont de celles-ci. La journée des Tuiles. Juste à côté, à Grenoble. Vous en avez entendu parler ? Le peuple sur les toits pour stopper les hommes du roi. Des lancers de tuiles pour bloquer des hommes en armes. Le peuple français ne voulait plus murmurer sa colère, mais la crier à haute voix, sans retenue. Ainsi, quelques semaines plus tard, le 21 juillet exactement, les résonances de ces colères allaient provoquer un événement exceptionnel au château de Visil. Tout le monde s'affairait à des préparatifs. Et puis, ils arrivèrent de partout. Des ecclésiastiques, des notables, des bourgeois, plus de 500 personnes. Mon oncle, Claude Perrier, maître des lieux, était là pour les accueillir. Il avait mis son château à leur disposition pour qu'ils puissent se réunir afin de remédier aux maux de la nation et provoquer la convocation des États généraux. À cette époque, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je voyais un tel enthousiasme et de telle vivacité que je courus alors me cacher dans le petit réduit, juste derrière la bibliothèque. Tous les députés du Dauphiné étaient réunis là, dans la salle du jeu de paume. Sur l'estrade, à gauche, se tenait le jeune Antoine Barnave, avocat auprès du Parlement de Grenoble. Et pendant des heures, ils évoquèrent tous les problèmes qui fragilisaient notre pays. Les députés font le serment de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la Constitution soit établie sur des fondements solides. Cette journée historique inquiéta le roi, qui craignit que les foules se mettent trop en colère. Finalement, il approuva la convocation des États généraux du royaume à Versailles pour l'année suivante. Suite à cet événement visillois et à cette prise de décision, l'espoir des Français était devenu grand. En France, tout se mit à bouger et à bouillonner. L'espoir était grand. Demain, c'est le 14 juillet 1789. Moins d'un an après l'Assemblée de Visil, comme on disait à Paris, la grande peur arrive. Ce mois de juillet 1789 furent dans notre région pleines d'événements qui, petit à petit, firent changer nos modes de vie. En 2 ans, peu de bouleversements. L'abolition des privilèges, mettant fin à des siècles de domination des seigneurs. La multiplication des journaux,
mais aussi la création des départements, des unités de mesure communes aux régions. L'Assemblée constituante instaure l'état civil, introduit le divorce et le mariage civil, supprime le privilège d'aînesse sur les héritages. Tu vois, Antonin, tu es le cadet de ta famille et pourtant maintenant tu as les mêmes droits que ton frère. Prussiens étaient en marche pour Paris. Ainsi, au matin du 2 septembre, le tocsin se mit à retentir pour appeler à l'enrôlement des volontaires. Avant qu'elle arrive sur Paris, il ne restait plus qu'un endroit où il y avait un espoir d'arrêter l'armée prussienne, dans le massif de l'Argonne, avant Châlons. Et c'est là, à Valmy, que l'armée de Dumouriez, celle de Kellermann et celle de Bernonville se retrouvèrent, ainsi que des milliers de volontaires venant de toutes parts, marchant sous des pluies battantes, en sabots et en carmagnols bleus, s'enfonçant dans la boue, parfois même jusqu'aux chevilles. Et pour se donner du courage, ils chantaient à tue-tête un nouveau chant, entonné depuis Marseille. Comme une nouvelle religion, tous criaient « Vive la nation! Vive la nation !» Les troupes françaises, environ 27 000 hommes, se retrouvèrent face à une armée austro-prussienne de plus de 80 000 hommes. Poussés par le général Kellermann et son frère, la nation, les soldats étaient après plus de 20 000 boulets de canon échangés, les Prussiens se retirèrent du champ de bataille. Déculottés pour les Prussiens, obligés de se replier et de regagner leurs frontières. Le lendemain de cette illustre victoire, le 21 septembre 1792, les députés de la Convention décidèrent à l'unanimité l'abolition de la royauté en France. Et ce fut la proclamation de la première République française. Dans les mois qui suivirent, ici, on ne parla que de cette formidable victoire à Valmy et surtout de la proclamation de la République française. On n'arrêtait pas de se poser maintes questions. Que se passe-t-il à Paris? Que font les représentants du peuple? Que se dit-il au procès du roi pour haute trahison? En nous mettant en danger avec cette guerre, le peuple n'a plus confiance en son roi. De peu, le nouveau Parlement, élu au suffrage universel, vota la mort du roi de France. Ainsi, le lundi 21 janvier 1793, peu avant 10 heures, la lame de la guillotine s'abattit. Le roi aurait voulu parler au peuple, mais les tambours et les trompettes étouffèrent sa voix. Cela en était fini de plusieurs siècles de monarchie. La mort du roi ne fit que relancer la guerre, et l'on se mit à s'entretuer encore au bord des frontières et à combattre de toutes parts, sur terre et sur mer. Il fallut défendre la patrie en danger. Les menaces extérieures étaient réelles du fait que les autres monarchies faisaient bloc. La guerre fut longue et surtout dévoreuse d'hommes. Le tribunal révolutionnaire réunit à la hâte plusieurs témoins. Et pendant 2 jours, des questions s'enchaînèrent, mais point de réponse de la reine. Fouquier-Tinville requit alors la peine de mort. Le 16 octobre 1793, à 11h15, Marie-Antoinette sortit de la prison de la Conciergerie et monta dans la charrette que l'on traîna à l'échafaud. Marie-Antoinette était vêtue d'un simple déshabillé blanc
qui la recouvrait des épaules jusqu'aux pieds. Elle était coiffée d'une bonnette. En une nuit, ses magnifiques cheveux noirs s'étaient transformés en cheveux blancs. La figure de Marie-Antoinette était pâle et abattue. Sentait-elle son cœur oppressé? Elle ne le montra pas et conserva une tenue, une fierté, un air altier. Marianne est son nom. C'est un prénom du peuple, très répandu dans nos campagnes. On la voit souvent dans les journaux, coiffée d'un bonnet phrygien, comme le portaient les affranchis de l'Empire romain, des esclaves libérés par leur maître. Alors Marianne, c'est la liberté. Mais à quoi elle ressemble? Personne ne le sait vraiment. Et qu'importe. J'espère qu'on la verra la tête ceinte d'une couronne, signe de force. Née liberté, prendras-tu goût à la République et réussiras-tu à en incarner les fondements? Liberté, égalité, fraternité. Qui seras-tu, Marianne? Traverseras-tu les frontières et océans pour investir les nouvelles révolutions qui se réclameront, elles aussi, de liberté, d'égalité?